Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal, je suis accompagné du co-animateur, Guy Barrette. Hey Mario, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Écoute, j'ai eu... puis c'est drôle, hein, des fois, on est en pleine forme, puis c'est souvent dans ces moments-là où on est le plus occupé. En tout cas, c'est peut-être l'adrénaline aussi qui nous tient. Tes enfants aussi doivent te tenir pas mal. Ouais, mais ça s'appelle... c'est régulier, journalier, ça tous les jours. Donc, à un moment donné, tu prends le rythme ou tu le prends jamais. Mais dans mon cas, moi, on l'a pris. Ça va bien de ce côté-là. C'est bien? Guy, nous, on se prépare... le MVP Summit s'en vient dans quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines. Oui, à peu près, là, au milieu de... Mi-février. Février, oui. Microsoft a un programme où est-ce qu'il redonne une reconnaissance à tous les ans à certains individus dans la communauté. Ils les appellent les MVP, faire une analogie avec les Most Valuable Players qu'on a au baseball. Mais là, c'est Most Valuable Professional. Ouais, c'est des reconnaissances techniques là, pour au niveau de l'implication, au niveau de la communauté, soit dans des groupes d'usagers, soit en étant conférencier, ou soit en répondant à des questions dans des newsgroups. Donc, il y a 2 axes. Il faut que tu sois compétent, c'est-à-dire que tu vas pas tu dises des stupidités. Et c'est pas parce que tu vas forcément aller t'impliquer dans un user group ou que tu vas te mettre à répondre beaucoup sur des groupes de discussion. Si tout ce que tu réponds, c'est toujours un peu... coup-ci, coup-ça, c'est certain que tu n'auras pas la reconnaissance. Mais si tu es compétent puis si tu t'impliques, il y a ce prix-là que Microsoft donne. Alors, tout ça pour dire qu'au milieu de février, il y a une conférence où tous les MVP de la planète se rencontrent chez Microsoft à Redmond. C'est ça. Donc, on est invité et habituellement dans ton domaine d'expertise. Donc, là, t'as des MVP comme moi, je m'intéresse beaucoup plus aux produits qui s'appelait originalement Team System, qui est maintenant Visual Studio. Donc, c'est certain qu'on va avoir une présentation sur qu'est-ce que Microsoft pense faire avec, en tout cas, l'évolution. Puis ce qui est intéressant, vu qu'on a des ententes de confidentialité, ils peuvent vraiment nous ouvrir les portes sur leur vision à terme. Donc, c'est pour ça que je sais qu'on sent l'effervescence. Absolument. Les gens sont curieux de savoir ce qui s'en vient. Notre invité aujourd'hui, Yann Larrivée. Bonjour Yann. Bonjour. Ça va bien? Oui, excellent. Hey, on l'a pas dit, mais on est en train d'enregistrer à la Caisse de dépôt et de placement. Oui. Habituellement, on enregistrait souvent au crime, mais là, le crime vient de déménager, puis elle se retrouve plus au centre-ville. En tout cas, c'est un peu plus ardu. Donc, on profite du fait qu'on peut avoir une salle ici à la Caisse de dépôt. On profite du fait que tu travailles à la Caisse de dépôt pour avoir une salle. C'est un de mes clients, puis on se fait des échanges de bons procédés. Le sujet aujourd'hui, moi, je trouve hyper intéressant ce dont on va discuter, parce que tu sais, le Visual Studio Talk Show, ça implique peut-être Microsoft, .NET. Et là, on va parler de technologies qui sont pas forcément associées à Microsoft. Aujourd'hui, on va parler de PHP. On va parler de projets open source. On va parler de, finalement, un peu de tout le monde qui est de l'autre côté que malheureusement, en tout cas, je pense que c'est malheureux que trop souvent, on a peu connaissance. Puis aujourd'hui, on va faire essayer d'avoir un peu un aperçu de qu'est-ce qui se fait de bon, parce que c'est pas parce qu'on n'utilise pas les technologies Microsoft qu'on ne réussit pas à faire des applications qui roulent bien et tout, hein. C'est d'autres choix. Puis de la même façon qu'il n'y a pas un seul chemin qui mène à Rome, il n'y a pas une seule technologie qui permet de faire des bonnes applications. Absolument. Donc avec toi, Yann, aujourd'hui, ce qu'on veut parler, c'est PHP. On va glisser un peu quelques mots sur le Web Platform Installer de Microsoft qui permet justement de s'intégrer avec des technologies qui ne seraient pas à la base promues par Microsoft. Et je vais être intéressé aussi dans ta bio à parler un peu plus en détail d'une conférence que tu diriges. Je pense qu'on va aller directement à la bio. Hein. Sautons dans la bio, mon cher. Moi, je vais commencer, Yann, par te demander... T'as une 25, 30 ans à peu près? Moi, j'ai 32. 32. Donc, tu parais plus jeune que t'es. Mais tout ça pour dire que c'est pas d'hier que t'as sûrement commencé à programmer. Tu fais-tu partie des gens qui ont commencé, ils étaient jeunes, sont un peu comme Obélix, sont tombés dans la marmite quand ils étaient à leur première, à 10 ans, 9 ans, avec un premier ordinateur, ou t'as découvert l'informatique sur le tard?
En fait, j'ai découvert l'informatique très tard. Le tout a réellement débuté à l'université. Donc quand même vers les années 2000 quelques là, et j'ai rapidement. Mais tu étudies en quoi à l'université à ce moment-là? J'ai étudié en génie minier. Génie minier? À quelle université? L'université Laurentienne à Sudbury. Ah oui? Est-ce que t'es franco-ontarien? Non, je suis de Montréal, de la région de Montréal. Mais tu te retrouvais à aller à l'université Laurentienne? Ouais, parce que en fait, l'université Laurentienne, c'est la meilleure université en génie minier, donc c'était la place à aller là au Canada. Puis ça a du sens parce que la région de Sudbury, en tout cas, pour tout ce qui est mine, en tout cas, souvent les universités vont essayer de favoriser, de par le lieu où ce qui sont les domaines d'expertise. Donc, tu te retrouvais à l'université Laurentienne, tu devais faire du génie minier. Ouais. Je trouve ça drôle parce que moi, j'ai fait mon génie à Polytechnique et la première année, j'avais pas encore découvert l'informatique et je savais pas trop dans quel génie aller. Et j'ai songé pendant quelques mois à faire du génie minier. Je trouvais que c'était un domaine passionnant. Je trouve encore que c'est un domaine passionnant, mais à un moment donné dans la vie, il faut faire des choix. Je me suis retrouvé à pas travailler à faire du génie minier, un peu comme toi, si je comprends bien. Ouais, exactement. À force de faire du Fortran et du Pascal, à apprendre à passer au travers des différents cours, j'ai donc, ton premier langage de programmation, c'était Fortran? Fortran puis Pascal. Fortran, on parle-tu de la version Watt5 ou le Fortran 77? Ouais, je me souviens plus. J'ai plus de souvenirs de ces jours-là. Ben, ça se peut que ce soit le Watt5 qui avait été développé au Canada, en Ontario, à Waterloo. D'où le nom Waterloo 5. Je pense que c'était de la version 5. Hein? J'ai aucune idée, Mario, moi. Ouais, vous êtes pas familier. En tout cas, le Fortran, c'est un bon langage. Faire pour faire des formules mathématiques. Donc, tu as commencé avec du Fortran. Puis l'autre après ça, tu t'es trouvé à faire quoi, du Pascal, j'imagine? Ouais, ben c'est ça, on a continué avec du Pascal, puis bon, Maple pour tous les cours de mathématiques et compagnie. Mais par la suite, j'ai rapidement développé un intérêt pour le web. Puis donc c'est ça. Mais là, explique-moi, tu étais à l'Université Laurentienne, tu as des cours où est-ce que tu vas faire un peu de programmation, c'est la piqûre. T'aimes ça. Donc là, est-ce que tu décides de complètement bifurquer, lâcher génie minier et t'en aller en informatique ou... Non, c'est un processus assez complexe, si je pourrais dire. J'ai toujours détesté l'informatique, j'ai toujours détesté les ordinateurs. Et c'est à force de détester les machines et de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe qu'en fait, on se ramasse en informatique puis on réussit à battre la machine, si je pourrais dire. Donc il y avait une volonté de maîtriser le taureau. Exactement. Il ne gagnera pas sur moi, c'est moi qui va gagner. Donc finalement t'es à l'Université Laurentienne et là est-ce que tu as fini un bac en génie minier finalement? Non, j'ai pas terminé, tout simplement parce que j'ai eu des changements d'intérêt assez là. Si on découvre l'informatique à un moment donné. Penser, en tout cas, on peut comprendre que ça amène des changements. Donc, tu reviens sur Montréal et tu te mets à faire quoi? À travailler en informatique ou... Pas directement encore là, comme je dis, ça a été un processus qui était assez long et complexe. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, finalement, peut-être que j'aime ça. Je vais essayer, je vais faire des contrats par moi-même, puis c'est comme ça un peu que c'est démarré. C'est vraiment... Donc là, on est au début des années 2000. C'est ça, et exactement. Quand tu dis tu te mets à faire du web, donc d'entrée de jeu, tu te mets à faire du PHP en web ou d'autres... tu commences par faire du HTML. Ça ressemble à quoi ton aventure d'informaticien en herbe là, qui découvre le web? Donc on est en 2002, 2003 dans ces années-là. Ouais. En fait, c'était tout simplement faire un site web de base en HTML. Par la suite, je me suis dit il y a peut-être de l'argent à faire. J'ai trouvé, je me suis fait un site web de commerce électronique. Donc on avait des scripts des scripts Perl, donc j'avais fait un premier shopping cart et compagnie, puis mais donc toi t'as vécu le web à la dure là. On parle du HTML, des scripts Perl qu'on roule avec des CGI qu'on appelle. Exactement. Donc les fondements même de ce qui était l'internet à la base, c'était là-dedans. Donc là, tu cherches à un moment donné à trouver des outils de programmation de plus en plus évolués, puis c'est ce qui t'amène vers PHP à terme ou
Ou c'est encore, une fois, pas si simple que ça? J'ai été par la suite, en fait, j'ai pris un cours dans une école spécialisée. Mm-hmm. Puis, en fait, c'est que on avait des cours justement sur ASP, Java. Donc, moi, je voulais me démarquer des autres, puis j'ai décidé de faire le projet en PHP. Question d'avoir plus de flexibilité sur les heures de travail. Donc, tu voulais pas forcément être obligé d'utiliser les ordinateurs de ton école. Tu voulais être capable d'utiliser ton ordinateur maison ou ton laptop. Aujourd'hui, on dirait laptop, parce que de plus en plus, les gens ont un laptop, mais il y était un temps où avoir un ordinateur, ça coûtait des sous, beaucoup de sous, ce qui est plus le cas. Donc, tu décides de le faire en PHP. Mais là, est-ce que tu connais PHP? Du tout. J'ai fait des recherches, puis je me suis documenté par rapport à des alternatives à Java puis à ASP. Puis j'ai découvert PHP, j'ai découvert une super communauté. Puis ça a été très motivant là à continuer, malgré le fait que les professeurs m'encourageaient pas dans cette direction-là. En fait, ils me décourageaient entièrement. Forcément, parce qu'ils devaient se dire comment on va faire pour le corriger si on n'est pas capable de comprendre si ça marche, ça marche pas son projet. Exactement. Mais de toute façon, on dit, regardez, si le site fonctionne, c'est la preuve que ça fonctionne. Mais donc tout le monde en tout cas les professeurs te découragent, mais toi tu décides de faire le projet et donc tu découvres aussi qu'il y a une communauté. Parce que une des facettes qui est intéressante chez toi, c'est qu'aujourd'hui tu es fortement impliqué dans la communauté PHP. Je pense même que tu diriges la communauté maintenant, ou est-ce que je me trompe ou En fait, c'est ça, je dirige la communauté PHP Québec avec quand même maintenant une équipe là, de 4-5 personnes. Mm-hmm. Donc c'est un des projets là, que j'ai lancé. Là. Puis j'imagine que ça ressemble un peu à ce que nous, il se passe avec la communauté .net à Montréal. Il n'y a pas forcément un boss, même si Guy a un titre de chef, c'est pas vraiment le chef parce que c'est une communauté, c'est chacun fait ce qu'il a à Vive faire. la décentralisation. Donc ça ressemble sûrement à ça aussi de votre côté. Ouais, partiellement. J'aime oser prétendre que je suis le président dictateur et bénévole. Mm-hmm. Donc c'est le bénéfice quand on est bénévole, on peut être dictateur. Exactement. Mais ça prend pour être un dictateur, ça prend du monde qui accepte de se faire dicter. Donc souvent, si on est en bénévolat, ça peut être difficile. Ouais, c'est pas très en fait, c'est très difficile d'avoir des gens avec qui travailler, mais quand on a des gens qui croient au projet, on réussit à avancer très rapidement. Ensemble. Donc au niveau de la communauté PHP là, ou de PHP Québec, ça se manifeste de quelle façon? Des rencontres ou... On organise des rencontres mensuelles à tous les premiers jeudis du mois à l'ETS. Okay. Donc on a des présentations techniques et d'autres présentations plus orientées business, si je pourrais dire. Donc c'est ça. Puis je pense qu'il y a une conférence aussi annuelle. Ouais, on organise une conférence annuelle, en fait, depuis 2003, sous le nom de PHP Québec. Okay. Donc ça a été un de nos gros projets là, qu'on a poussé beaucoup. C'est pas une mince chose, là, mettre sur place une conférence, là. Ouais, en fait, ça a été un des plus gros challenges en 2003, parce que nous, en fait, PHP Québec vient de naître. Puis on se dit, au mois de décembre, on organise une conférence au mois de mars. Donc, il nous restait à peine 3 mois pour trouver des commanditaires, trouver un hôtel ou faire venir tous les gens et bien sûr faire la mise en marché, présenter ça à la communauté et s'assurer qu'on va avoir qu'on a des gens qui sont intéressés. Parce que j'imagine à ce moment-là, il y avait aussi une volonté peut-être d'étendre plus large que juste Montréal, mais peut-être des gens en province qui pouvaient venir à la conférence. C'est parce que si ça dure une journée ou 2 journées, parce que c'était quoi l'idée? 1 journée, 2 journées quand en 2003? Donc la première année, on a débuté avec 3 jours de conférence. Puis c'était le mercredi, jeudi et vendredi. Donc dès la première année, 3 jours. Donc en plus que vous aviez pas beaucoup de temps, 3 mois pour t'organiser ça, vous y alliez à fond, 3 jours. Puis l'idée c'était aussi de faire venir des conférenciers pas juste de Montréal, mais d'Américains pour aller chercher le maximum d'expertise à ce moment-là. Est-ce que ça coûtait de l'argent pour les gens pour s'inscrire? Au départ, si je me rappelle bien, les frais étaient quand même raisonnables. On essaie toujours de garder là, ça abordable pour tout le monde. Puis on a fait évidemment venir le fondateur de PHP, Rasmus Lerdof.
plusieurs experts internationaux et locaux également. Là, Donc là, en 2003, vous mettez sur pied cette conférence-là. Si je comprends bien, aujourd'hui, elle a évolué, elle a changé pour le mieux, mais donc ça veut dire que la première année, ça doit être un succès si ça a continué, parce qu'elle a fait une autre conférence en 2004, 2005, et on se retrouve... là, aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus large, hein, présentement? Ouais, tout à fait. Récemment, en fait, l'été passé, on a eu l'idée on voulait élargir le scope de la conférence. Puis on cherchait un peu. Puis cette année, en fait, on a ce qu'on appelle Kung-Fu, qui est la suite logique, en fait, de PHP Québec. Maintenant, on touche à PHP, on touche aussi à Python, Java, Ruby, .NET. Donc, l'idée, c'était d'aller chercher tous les autres types de langages ou de plateformes pour unifier ça dans une conférence. Puis le nom, moi, j'étais un peu curieux. Ben oui, Kung-Fu. C-O-N-F-O-O. Donc, C-O-N, c'est pour... conférence, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. C-O-N, c'est pour conférence. Puis Fou, ben, j'imagine que... Foobar. Ouais. Foobar, exactement. Le fameux nom de variable qui sert à toutes les sauces. Puis là, c'était pour exprimer que c'était n'importe quel langage, si je comprends bien. Exactement. Donc, ça s'appelle Kung-Fu. Puis, donc, c'est sûr qu'il y a un volet PHP, mais il y a un volet Java, il y a un volet Ruby, un volet Python, un volet .NET. Puis donc, je pense aussi qu'il y a un volet gestion, il y a une piste de gestion. Exactement. On a aussi une piste sur la gestion de projet. Par exemple, toutes les méthodes de programmation extrême ou programmation agile, si je pourrais dire. La sécurité. Ah oui, c'est vrai, vous avez un volet sécurité. Ouais. Exact. On a aussi des présentations sur plus SEO marketing. Donc, on diversifie un peu, là. C'est pas juste technique, là. Mais il y a quand même une saveur très web. C'est-à-dire que c'est sûr que quelqu'un peut arriver et peut expliquer comment il fait une application client-là, mais l'historique fait en sorte que c'est beaucoup les applications web que les gens viennent montrer. Hein. Tout à fait, tout à fait. Peut-être dans les avenirs futurs, on va ouvrir à d'autres types d'applications, là, mais présentement, c'est vraiment là. Puis est-ce que, parce que on parle de plus en plus des fameux RIA, les Rich Internet Applications, du côté .NET, on pense à Silverlight, mais il existe aussi Flex. Puis est-ce qu'il y a quelques présentations qui touchent à ça aussi pendant la conférence? En fait, oui, il y a plusieurs présentations, soit sur le Flash, Flex, Silverlight et toutes les frameworks JavaScript, par exemple, dont jQuery, qui est connu par tout le monde. Là. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a les gens qui sont derrière des frameworks viennent faire des présentations pour essayer d'expliquer quel problème ils cherchent à résoudre et pourquoi ils ont bâti un framework. Absolument, les gens ne construisent pas un framework juste pour le plaisir d'eux. Puis ça permet aux gens de pouvoir découvrir d'autres outils qu'ils peuvent utiliser. Donc, Kung-Fu a lieu quand? Kung-Fu a lieu le 10, 11, 12 mars. OK. C'est bientôt, là. Donc, c'est dans un peu plus qu'un mois. Ouais. Ouais, exactement. Ça arrive très bientôt. En fait, on a aussi 2 journées de formation avant. Okay. Donc, ce qu'on appelle normalement les pre-conference, quelque chose comme ça, là, ouais. Puis donc nous on va mettre le lien sur la page. Donc les gens qui s'intéressent peuvent aller voir parce que il y a encore de la place pour s'inscrire, j'imagine. Ouais, tout à fait. Donc ça va se passer à Montréal. C'est à Montréal. Dans quel hôtel? On est au Hilton Bonaventure. Ça, c'est en plein centre-ville. Ça, qui est un hôtel intéressant. Ouais. Piscine chauffée et tout. Même si au mois de mars, tu peux faire une saucette. Exactement. Tu restes pas trop longtemps autour de la piscine, mais tant que t'es dans la piscine, il fait chaud. En 2 sessions, une petite saucette. Ben, ce qui est le fun, au niveau du concept, Kung-Fu, c'est qu'il y a beaucoup de firmes, de compagnies qui font pas juste une technologie. Je parlais avec quelqu'un récemment, puis la compagnie fait du PHP, du Java, puis du .NET. Donc, ça permet d'envoyer des gens qui touchent à ces différentes technologies-là, puis de les envoyer à la même conférence. Donc, je pense aux agences web là, qui chaque projet, des fois, technologiquement est différent. Donc, je trouve ça intéressant comme concept, là, Kung-Fu.
Puis puis là, on voit aussi que vous avez différents sponsors, même Microsoft sponsorise, donc la conférence prend de l'ampleur. Comme tu disais, elle a commencé originellement avec une vision PHP, puis là, ça grossit, puis on espère que ça va encore plus grossir. En tout cas, nous, pour la communauté.net de Montréal, on voit ça positivement, on trouve que c'est intéressant. Donc, si on récapitule, ça fait 7-8 ans que tu es consultant à ton compte. J'imagine que la plateforme avec laquelle tu fais de la consultation, c'est PHP. Oui, tout à fait. Et principalement, tu aides des organisations à construire des applications web. C'est bien ça. Donc, ce qui veut dire pas juste la partie front-end, mais aussi tout ce qui est en arrière-boutique, que ce soit des bases de données Oracle ou d'autres types de serveurs. C'est le genre d'expertise que toi, tu maîtrises. Tout à fait, ouais. Et depuis, 6-7 ans, fortement impliqué du côté de la communauté PHP. Et là, en tout cas, c'est ce qu'on découvre, la conférence Kung-Fu, qui est vraiment une belle initiative là, pour étendre, en tout cas, faire collaborer les différentes communautés. Puis pas juste les communautés montréalaises, parce que Kung-Fu s'adresse à n'importe qui a bien envie de venir à Montréal au mois de mars puis de profiter de la conférence. Tout à fait. En fait, une anecdote, on a des gens tout le temps qui viennent de différents pays. L'année passée, on a eu des gens de Hawaï, on a eu des gens de la Chine, de l'Australie qui viennent à Kung-Fu. Donc, c'est assez intéressant là, pour tout le monde. Là. Puis la conférence, elle est biculturelle dans le sens qu'il y a autant de conférences en français qu'en anglais. On essaie d'avoir autant de conférences en français qu'en anglais, là. Mais comme on sait tous, l'informatique est principalement anglophone. Là, Mais nous, entre autres, on a découvert il y a quelques semaines, parce qu'on a reçu un courrier, il y a un MVP français de Paris qui a été sélectionné pour votre conférence pour finir faire des sessions sur Entity Framework. Entity Framework, oui. Mathieu Melzil, qui a participé à notre podcast il y a un an ou deux, qui nous écrivait en disant hey, je m'en viens à Montréal et tout, donc on trouvait ça intéressant, on se dit wow, c'est parce qu'on va profiter de sa présence à Montréal pour faire un podcast avec lui sur Entity Framework 4. Donc on vous remercie de le faire venir à Montréal. C'est pas nous qui avons besoin d'aller à Paris pour le rencontrer. Nous, la formule habituelle, c'est on profite là de quelques secondes pour faire la pause et là après ça on va venir discuter avec toi plus en détail de pourquoi tu aimes PHP. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontreal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Tu nous expliquais, quand on parlait un peu de ta bio, que tu voulais faire différent quand tu étais dans ton projet. C'est comme ça que tu as découvert PHP, parce que tu voulais pas programmer en Java ou programmer avec d'autres plateformes. Aujourd'hui, tu connais bien PHP, mais tu as quand même une compréhension de certains autres langages. Qu'est-ce qui fait que tu continues à programmer en PHP? Qu'est-ce qui t'attire dans cette plateforme-là? Techniquement parlant, je crois que c'est la simplicité de la plateforme. Il y a moyen de développer des applications très rapidement, ce qui est en fait très favorable pour des prototypes, et par exemple. Quand on dit simplicité, est-ce que ça serait vrai de dire qu'un des premiers éléments de simplicité de PHP, c'est que tu n'as pas besoin de compiler ton code, tout est interprété et roulé à l'exécution sur la plateforme? Ben en fait, je pense que ça c'est un des aspects qui permet d'être vraiment plus dynamique, puis avancer rapidement là, si je pourrais dire. Donc PHP à quelque part, c'est aujourd'hui beaucoup de monde parle c'est intéressant le langage dynamique, Ruby avec Ruby's on Rails comme plateforme ou Python, mais PHP c'est dynamique depuis tout début. Ouais, c'est ça exactement là, ça fait quand même là, quelques années que c'est là. Donc si je comprends bien là, j'écris mon bout de code en PHP, je le dépose, il doit y avoir des conventions. J'imagine qu'il y a pour avoir beaucoup de simplicité, souvent c'est par convention qu'on fait ça. Donc si tu déposes ton code dans certains répertoires, bingo, il va rouler. Est-ce que c'est aussi simple que ça, programmer mettons une petite page web en PHP, ou c'est un peu plus ardu? Ouais, c'est très simple là, c'est ça, c'est comme tu viens de l'expliquer, on peut faire un beau petit script, faire quelques fonctions, puis c'est fonctionnel là.
très Puis à ce rapidement. moment, un peu comme, mettons, si je veux faire une page, juste pour donner un peu l'analogie aux développeurs qui sont plus du monde.net. On sait qu'on pourrait faire une page web programmée avec ASP en écrivant le code dans un document et en nommant un document avec l'extension .aspx. Et si tu es sur une plateforme .net, il va savoir comment interpréter ça et le rouler. Y a-tu un même concept, c'est-à-dire que tu crées un fichier, que tu donnes une extension, puis si l'intérieur du fichier est écrit en PHP, la plateforme va la rouler? Ouais, tout à fait. C'est quoi l'extension PHP? C'est .php. Ah, regardons Ça fait du ça. sens. Encore là, dans une vision de créer de la simplicité, ou en tout cas d'assurer la simplicité, on ne crée pas de complexité accidentelle, on utilise les choses prévisibles. Donc, je crée un fichier avec, mettons, je pourrais prendre Notepad, j'ouvre Notepad, j'écris mon code PHP, je sauve mon fichier, je le dépose sur une plateforme PHP, puis il va interpréter le code et afficher la page web. Mais ça a l'air de quoi? À ce moment-là, si j'ouvrais mon Notepad pour regarder ce fichier-là, ça ressemble à quoi? Je retrouve des tags HTML dans un document PHP? Ben, vous pouvez inclure du HTML puis mettre du code PHP, mettre des balises PHP. Évidemment, ça c'était la bonne vieille façon de faire, si je pourrais dire. Un peu comme avant le ASP.NET, nous on avait le vieux ASP. Le ASP Spaghetti. Spaghetti. Donc vous autres aussi, vous avez connu le Spaghetti. Tout à fait, tout à fait. Puis, mais rapidement, vous avez voulu dissocier le code de présentation du code applicatif. Donc, c'est quoi? Tu crées deux documents, tu vas avoir des fichiers .html et des fichiers .php. En fait, la nouvelle tendance, c'est d'utiliser des frameworks MVC qui vont vous permettre de séparer votre code de votre présentation. Tu n'auras pas forcément besoin d'écrire un fichier .html, tu vas plutôt générer on the fly ton code HTML en utilisant ton framework MVC. Exactement. Souvent, même tu as même d'autres langages pour générer le code HTML. Est-ce que en tout cas, je sais que on regarde, mettons, pour nos auditeurs qui sont familiers avec le framework ASP.NET MVC, tu peux utiliser à peu près tous les langages qui existent. Quand vous êtes en PHP, si tu veux générer ton code HTML, est-ce que c'est aussi en PHP que tu l'écris ou tu vas avoir des langages spécialisés pour ça? On peut le faire en PHP. Il y a aussi des engins de templating qui sont évidemment faits en PHP, mais c'est un peu du pseudo-code qu'on va écrire. Ça peut. Donc, c'est un peu comme un langage spécialisé pour afficher du HTML plutôt que de prendre un langage spécialisé comme PHP ou nous, du côté .NET, si on prendrait C#, c'est des langages généralistes pour faire du code. Puis quand on veut juste créé des gabarits pour afficher du HTML, c'est plus facile d'utiliser un langage spécialisé. La tendance vers le MVC s'est faite récemment ou il y a quelques années du côté PHP? Ça a débuté, je pourrais dire probablement vers 2006, mais Okay. je crois que ça commence à être beaucoup plus accepté dans les entreprises qui utilisent Zen Framework ou Symfony. Pour les auditeurs, c'est des frameworks PHP très bien connus. Là. Donc, on pourrait faire le parallèle un peu comme du côté .NET, Microsoft ont leur framework qui s'appelle ASP.NET MVC. Ben, ce framework-là, l'équivalent PHP, ben, t'as des compagnies comme Zen et Symfony qui font Fait que ça. c'est intéressant, c'est qu'il y a une tendance dans l'industrie en général là, vers ce modèle-là. Je pense que c'est une tendance tellement forte qu'il y a quoi maintenant? 2 ans, Microsoft ont décidé de créer un framework MVC. Là, le framework est mature et est sorti. Il était pendant 1 an de temps, c'était encore des versions 1. Là, au moins, on arrive à quelque chose qui est un peu plus solide et beaucoup plus accepté par la communauté Microsoft parce que c'était un choc pour beaucoup de développeurs .NET. Le modèle MVC est très, très, très différent du modèle classique ASP.NET. Mais vous, du côté PHP, d'entrée de jeu, vous avez été avec un modèle MVC là, dès les années 2006-2007. À peu près, ouais. Normalement, quand on veut faire rouler nos applications PHP, normalement c'est sur LAMP. Là. Les acronymes sont Linux, Apache, MySQL, PHP évidemment. On voit que de plus en plus, il y a un effort. En fait, il y a un effort du côté de Microsoft là, pour faire rouler les applications PHP sur la plateforme Windows. Mais est-ce qu'il y a une tendance, est-ce que tu vois une petite tendance du côté de la communauté PHP pour faire rouler les applications PHP sur la plateforme Windows ou ça reste majoritairement sur Linux?
En fait, moi, ce que je vois, c'est que dans les entreprises, ce qui se passe, les développeurs travaillent souvent sur des plateformes Windows. Fait qu'ils vont coder sur Windows, ils vont utiliser tous leurs outils sur Windows, puis ils vont mettre en production souvent sur des plateformes Linux. Les outils qui sont utilisés sur Windows, habituellement, c'est Apache, PHP, MySQL. Ouais. Mais il y a quelques années, les applications PHP, si je me souviens bien, roulaient pas très bien sur IIS, sur le serveur web de Microsoft. Ouais, ben il y avait des petits problèmes de performance. Maintenant, depuis la version 5.3 de PHP, il y a eu un gros gain de performance avec FastCGI. OK. Parce que ça pourrait permettre, entre autres, même si déploie sur un serveur Linux, un développeur pourrait lui servir de son AIS qui est par défaut avec son Windows et faire, sans avoir forcément installé Apache comme serveur local pour faire son développement. Ouais, tout à fait. Puis en fait, une des choses qui est intéressante, c'est le Platform Installer qui a été fait par Microsoft récemment. En fait, ça vous permet de configurer toute votre IIS justement pour PHP. Souvent parce que Microsoft ils ne font jamais rien pour juste le plaisir de faire quelque chose. Il y a toujours une recherche d'un avantage concurrentiel, ou en tout cas c'est une compagnie, hein, ils sont là pour faire de l'argent. Je pense que le fameux Web Platform Installer, c'était pour simplifier la vie des développeurs dans un premier temps pour qu'ils l'installent localement, pour qu'ils soient capables de faire leur développement. En se disant, si à un moment donné, je viens à les gagner et qu'ils se rendent compte que ça roule bien localement, ils vont peut-être accepter que que le serveur pourrait être aussi un Windows Server puis déployé. Puis je pense que ce choix-là ne sera plus vraiment si important que ça dans le futur, dans la mesure où est-ce que de plus en plus on va s'en aller vers des environnements cloud. Puis à ce moment-là, ce sur quoi l'hébergeur roule, ben ce sera même pas les développeurs qui vont décider ça va être l'hébergeur. Puis à ce moment-là, eux autres, tout ce qui s'assure, c'est de faire en sorte que les développeurs soient sur une plateforme Windows et pas sur une plateforme Ubuntu ou Linux, des choses comme ça. Mais revenons au Web Platform Installer. C'est intéressant parce que Microsoft package dans une espèce de gros installer des applications, des frameworks, tant .NET que PHP. Puis ça permet de configurer assez facilement, par exemple, IIS sur une machine ou sur un serveur pour justement pouvoir rouler PHP puis déployer des applications open source PHP. Est-ce que tu vois un impact au niveau de la communauté PHP sur ce web installer là? Comment c'est perçu? Ben moi je pense qu'en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que dans le marché des serveurs web, il y a Apache puis il y a IIS. Puis c'est un marché qui est quand même bien séparé. Puis en fait, être en mesure de déployer ces applications sur une plateforme ou sur l'autre, je pense que c'est un avantage pour tout le monde. Puis je crois que le Platform Installer va juste simplifier justement la courbe d'apprentissage entre les différences, là, si je pourrais dire. Oui, parce que en fait, en quelques clics, on fait juste sélectionner. Bon, mais j'ai besoin, par exemple, pour mon IIS, je fais une coupe de sélection, une coupe de checkbox. Le Web Installer va aller chercher les bonnes versions, les bons downloads, fait l'installation locale. C'est assez, je pense, assez intéressant. En fait, ça donne un méchant coup de pouce aussi pour configurer là, des serveurs ou des postes. Ouais, tout à fait. Je suis pas gestionnaire de système, mais côté utilisation, c'est super simple à configurer. De toute façon, je pense pas que la communauté PHP accepterait quelque chose de complexe, parce que s'il y a un motto, ou en tout cas une vision initiale, c'était on y va pour l'approche simple, pas simpliste, mais l'approche simple, parce que la simplicité, c'est payant à terme. On n'a pas besoin de complexité accidentelle, donc créons pas de la complexité pour rien. Puis c'était vraiment la vision initiale, puis c'est celle-là qui demeure dans la communauté PHP. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Ouais, c'est grosso modo, je pense que tu as tout à fait raison. Puis d'où pourquoi les frameworks MVC ont eu une large acceptation. Puis là, ce qu'on essaie de comprendre, c'est... Bon, en tout cas, ça pourrait être intéressant peut-être pour nos auditeurs d'essayer de donner un peu un aperçu
Guy disait, un développeur PHP, principalement, va travailler avec un Linux, un Apache, MySQL comme base de données et PHP. Puis on s'entend, t'as au moins quoi? 80% des développeurs, leur plateforme ressemble à ça. Peut-être même plus, 90%. Est-ce que je me trompe ou... En fait, moi, je dirais que beaucoup des développeurs, comme je disais tantôt, travaillent sur Windows. Ce qui est, je pense, très étonnant. Mais ils sont sur Windows, mais ils installent Apache sur Windows? Apache sur Windows, exactement. OK. Mais ils utilisent MySQL sur Windows? Exact. Donc, il y a juste le Linux qui disparaît. Exact. Quand ils sont locaux. Parce que pourquoi ils sont sur Windows? C'est parce qu'ils ont d'autres applications qui, tu sais, si, par exemple, s'ils font du Microsoft Office. Exact, c'est ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que la majorité de développeurs ont un OS Windows. Ils sont pas sur un Linux à la Ubuntu ou ces choses comme ça. Il y en a quelques-uns, forcément. Mais la majorité sont sur Windows. Travaillent avec MySQL. Ben, profitons donc du fait que tu travailles, en tout cas, tu connais plus la communauté open source. L'achat de MySQL par Oracle, est-ce que vous sentez déjà les répercussions dans l'industrie ou c'est encore trop jeune ou... Ben, il y a eu plusieurs réactions, je veux dire, par rapport à des développeurs très impliqués dans la communauté PHP, dans le développement de PHP, si je pourrais dire. Mm-hmm. Des réactions qui étaient du style bon ben maintenant faut maintenant commencer à utiliser PostgreSQL comme alternative à donc MySQL. il y a comme quasiment un mot d'ordre de dire ben regarde MySQL, oubliez ça, là, ça sera pas pour le futur, puis c'est Postgres qui devrait devenir un peu le produit open source de choix. Ben, c'était une des réactions initiales. Maintenant, je pense que bon, le monde attend encore pour voir là qu'est-ce que finalement Oracle va faire avec tout ça, là? Exactement, mais moi personnellement, je crois que c'est bon pour MySQL. Puis c'est aussi bon pour Oracle, je veux dire là. Puis Non, ça donne une alternative pour Oracle. Puis bon, t'as toute la machine Oracle en arrière là, de promotion là, qui peut faire la promotion. C'est juste que ça serait dommage qu'il ait acheté le produit puis finalement soit le laisse mourir tranquillement ou qu'il n'y ait pas d'évolution. Mais ça, bon, ça juste le temps va nous dire. Là, on verra. Oracle, ils ont pas peut-être le meilleur. Leur historique n'est pas garant du futur. Mais le produit étant open source, ça se peut qu'à un moment donné, qu'il y ait dans les possibilités là, qu'il y ait une espèce de branche à un moment donné qui un fork là qui se crée. Ah, mais il y a déjà eu quelques forks. Il y a Drizzle présentement qui est conçu par Brian Aker. Mm-hmm. Donc c'est une des alternatives. Il y a aussi Percona qui est une entreprise qui fait la consultation MySQL, qui a des patchs pour justement pallier à certains problèmes que MySQL a en ce moment. Okay. Donc nos auditeurs qui sont plus dans le monde.net, on s'entend, la base de données, tu sais, c'est quoi? Il y a eu toujours beaucoup de Oracle. Le Oracle dispendieux, là, celui qui et il y a beaucoup aussi de SQL Server de Microsoft. Est-ce qu'on voit dans le monde PHP quelques développeurs qui utilisent un SQL Server Microsoft ou vraiment c'est principalement du MySQL? Du SQL Server, personnellement, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu du Oracle, j'ai vu du MySQL, du Postgres. Sybase, j'imagine. Sybase, j'en ai vu un petit peu. Mais je pense qu'il y a un pilote, un driver pour SQL Server, spécialement pour PHP, hein, que Microsoft offre. Oui, exactement. Il y a aussi, en fait, un driver, en fait, une extension PHP qui s'appelle PDO, qui vous permet d'utiliser plusieurs bases de données, que ce soit MySQL, que ce soit PostgreSQL, Oracle, et bien sûr MSSQL. Fait que là, si t'es pris dans un environnement corporatif, par exemple, où les bases de données sont Microsoft SQL Server, tu peux quand même, via PHP, là, utiliser ces bases de données-là, là, sans problème. Tout à fait. Puis c'est intéressant parce que
si je reviens, la base de notre auditoire est plus Microsoft, puis la réalité en entreprise, c'est que de plus en plus, il y a les compagnies s'achètent entre eux, donc des environnements disparates, c'est la réalité. C'est rare que tu as une compagnie qui a une seule C'est rare, c'est juste une couleur. Ça, c'est certain. Mais si t'es développeur, puis tu viens d'acheter ton compétiteur, puis lui, il était tout sur du PHP, ça veut pas dire que forcément que tu peux pas aisément te mettre à faire du développement, parce que c'est sûr que du jour au lendemain, tu prendras pas les applications PHP, puis c'est plus bon, pour les utiliser pas, on va continuer à les utiliser, les faire évoluer, les maintenir. Puis à ce moment-là, ça serait très aisé pour un développeur Microsoft de dire, je vais installer ce qu'il faut pour faire du PHP sur mon Windows. Je vais même m'attacher avec un SQL Server parce que c'est peut-être la BD avec laquelle je suis plus familier parce que je maîtrise très bien. C'est peut-être la BD corporative. Puis, mais prendre une application PHP et aisément la migrer pour qu'elle fonctionne bien dans notre entreprise. Puis ça veut pas dire que ça serait pas du domaine du possible, ça serait facilement faisable avec le Web Platform Installer. Puis on est rendu là en 2010. Là. On est en 2003, 2004, c'était vraiment deux mondes, mais on voit que les mondes commencent à s'entremêler. Hein. Oui, tout à fait. Ben, je veux dire, en fait, l'arrivée de PHP 5 a beaucoup facilité là, cette transition-là, si je pourrais dire, entre les différentes bases de données. Tu parles de version, le PHP 5. L'évolution se fait à quel rythme à peu près? L'évolution se fait quand même de façon assez rapide. Je dirais rapide, mais assez lente à la fois. Il y a toujours des gens qui sont un petit peu plus rapides. Parce que l'évolution de PHP, c'est un projet open source aussi. Ouais. Mm-hmm. Donc, l'inventeur, celui qui est derrière le langage, est probablement au cœur de ce projet-là, mais il y a beaucoup de collaborateurs dans le projet. Ouais, énormément de collaborateurs. Là, je crois qu'il y a au-dessus d'une centaine de développeurs du core de PHP. Fait que là, on voit une nouvelle version aux 2 ans, quelque chose comme ça? En fait, il n'y a pas réellement là, de pattern de release. PHP 4 a quand même resté là depuis resté là un bon nombre d'années. PHP 5 a débuté en bêta 1, je crois, en 2003. En fait, dans le temps, on parlait de namespace déjà, puis ils ont maintenant été mis en version de production. Là, il y a à peine, 2005 a sorti quoi? Il y a combien d'années maintenant? Mais PHP 4 a été là longtemps, mais c'est sur PHP 5 vraiment que toutes les dernières innovations sont faites. Puis là, on est rendu à quelle version de PHP? Là, on est rendu à PHP 5.3.1. Puis comme on disait, en tout cas, sur cette plateforme-là, tu peux facilement développer avec des environnements Microsoft sans problème. Tout à fait. Donc, on vient de parler qu'il y a eu PHP 4. Aujourd'hui, on est à PHP 5.3. J'imagine qu'il y a un PHP 6.0 qui s'en vient dans ces prochaines années. On l'attend tous, en fait, depuis environ 3 ans. En fait, ça se prépare. Il y a la documentation qui est sortie. Qu'est-ce qu'ils vont ajouter dans PHP 6 qui va être d'intérêt? On parle de toutes les fonctionnalités d'internationalisation. Ça, c'est un des gros features. Il y a beaucoup de features, en fait, qui étaient inclus juste dans PHP 6, qui ont été backportés dans PHP 5, justement pour... Non, parce que si je comprends bien, mettons, si tu vis à Montréal, où est-ce que souvent faire des sites multilingues, c'est une réalité. C'est un savoir-faire que les développeurs avaient développé souvent à Montréal, mais la plateforme ne le supportait pas par défaut. Puis c'est souvent, vous aviez bâti votre propre outillage pour le faire, j'imagine. Grosso modo, ouais, c'est ça, mais il y a aussi l'aspect que les programmeurs vont maintenant pouvoir coder dans leur propre langage avec des accents et compagnie. Ah oui? Tout à fait, tout à fait. Donc l'idée, c'est juste que tu puisses mettre des caractères accentués Unicode dans tes strings. Exactement. Ah, OK. Donc, aujourd'hui, là, si je programme en PHP, je peux pas mettre un accent aigu dans une chaîne de caractères? Dans un nom de fonction, non. Dans une chaîne de caractères, oui. Ben oui, tu veux le faire à leur output, là. Exactement. Ouais. Mais mes noms de variables, je peux pas... je sais qu'on a une convention qui est presque implicite, qu'on essaie de pas mêler des accents aigus quand on programme. En tout cas, vu que tout est en anglais, on sait que la seule place qu'on a le droit de mettre des accents aigus, c'est dans nos commentaires. En tout cas, souvent, c'est ce que le monde font parce qu'on cherche pas le trouble. Ben, ça dépend des sociétés. Il y a des sociétés, tout est en français, par exemple. Souvent au gouvernement, là, tout le code doit, même si les keywords sont en anglais, ça doit être en français.
Puis, ben, ça fonctionne, là. Anyway, globalisation, tout ça, là, c'est important. Y a-tu d'autres aspects intéressants que t'attends, toi, personnellement, par exemple, dans de la version 6? Personnellement, non, pas réellement. Je veux dire, moi, on entend beaucoup parler, mais je crois faut vraiment voir là, qu'est-ce que ça va apporter de plus à la communauté. Présentement, là, moi, PHP 5, je suis entièrement satisfait. Là. Est-ce qu'on retrouve beaucoup de projets de framework ou de librairies là, qui gravitent autour de la plateforme PHP? Côté framework, il y a une nouvelle expression qui est sortie. Il doit y avoir au moins un framework par programmeur PHP. Okay. Ah oui. Au niveau des CMS, on doit être rendu environ à 2 CMS par programmeur PHP. Wow. Bon, maintenant, dans les projets plus intéressants, dans les frameworks, on peut peut-être compter peut-être 10 ou 5 frameworks qui vont faciliter réellement le développement, qui ont une bonne communauté en arrière. Moi, je vais revenir à ma question des différents frameworks. Règle générale, le fait, tu disais, bon, il y a 2 CMS par développeur, puis tout ça, bon, c'est L'idée que tu veux nous dire, c'est que les développeurs PHP aiment ça bâtir leur propre framework ou leur façon de faire à eux. Oui, donc il y a aussi plusieurs plateformes de distribution qui favorisent ça, dont SourceForge. C'est très facile à aller se créer un compte, déposer notre projet, puis dire « Hey, j'ai mon framework, tout le monde peut aller le downloader maintenant. » Ouais. Est-ce que le fait, parce que bon, il y a deux, c'est comme il y a deux côtés de la médaille. Là. Le fait d'avoir beaucoup de frameworks, ça démontre une vivacité là, de la plateforme, puis l'intérêt aussi des développeurs. Mais d'un autre côté, est-ce que ça crée un peu de confusion, par exemple pour des entreprises qui veulent avoir une direction au niveau de leurs développeurs, qu'est-ce qu'on utilise et tout ça. Est-ce que le fait d'avoir autant de frameworks, ça peut amener une espèce de confusion ou tu le vois pas nécessairement comme ça? Ben, il y a deux aspects à ça que je trouve qui est super bien, en fait. Le premier, c'est la diversité. C'est aussi parce que chaque personne qui travaille sur un framework acquiert une certaine expertise, puis les gens qui développent les frameworks s'espionnent aussi. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on arrive toujours avec des solutions qui sont de mieux en mieux. Donc ça, c'est un aspect qui est très intéressant. Maintenant, comme tu mentionnes, la problématique, c'est qu'il y a trop de possibilités. Il y a plusieurs bonnes solutions. Il y a une solution en fait qui est proposée par Zen, qui est la compagnie en arrière de PHP, qui pousse beaucoup PHP, si je pourrais dire, qui offre Zen Framework. Et eux garantissent le support, garantissent la qualité. OK, c'est intéressant. Donc on voit comme un peu en Java, là, où il y a certaines compagnies là, qui développent des grands frameworks, qui les offrent gratuitement, mais qui, pour des compagnies ou des sociétés, garantissent en fait avec des plans de support, tout ça. Ils font leur argent, eux autres, en disant, ben, regarde, moi, je vais te vendre du support, puis je vais t'aider, puis les compagnies, ils peuvent pas se permettre de dire, ben, je me protège pas, le risque est trop élevé, puis c'est comme ça que les zen de ce monde, eux, peuvent bien vivre. Un peu le même modèle qu'il y a, par exemple, si on prend sa .NET New, qu'il y a quelques compagnies qui vivent bien en offrant du support sur ce CMS-là, qui est bien connu dans la communauté.net. Absolument. En terminant, Yann, si je comprends bien ce que tu nous expliques, surtout que tout à l'heure, on disait que, bon, PHP supporte bien MVC. Je regardais vite, il y a quelques jours sur qui va être conférencier à Kung-Fu. Ça se donne que Guy et moi, on va être conférenciers. Donc, on se retrouvait à recevoir un email en disant hey, « Vous êtes conférencier ». Puis là, je regardais qui sont d'autres. Qui sont les autres conférenciers. C'est là que j'ai découvert que Mathieu Melzil serait là. Mais j'étais fortement impressionné de voir que les grandes tendances de l'industrie puis les grandes tendances en architecture. Si on parle, par exemple, framework MVC, de plus en plus, on parle d'injection de dépendance, comment casser nos dépendances. Ben, c'est là aussi du côté MVC. Il y a beaucoup de conférenciers qui expliquent comment le faire ou qui expliquent comment leur framework le fait. Donc, à quelque part, la plateforme PHP,
elle applique les bonnes pratiques d'architecture, elle permet de le faire, et c'est souvent ce que les gens de la communauté vont faire comme promotion. Puis c'est pas, il y a rien de magique derrière PHP, c'est les bonnes façons de faire, un peu de la même façon si tu veux faire une application en .NET, tu peux la faire puis elle va être pourrie ou puis tu peux la faire très bien puis elle va fonctionner bien. J'imagine qu'en PHP, on peut faire le pire et le meilleur aussi. Tout est une question de savoir faire le meilleur. Oui, tout à fait. PHP, en fait, nous donne l'embarras du choix sur la méthode à apprendre. Là. C'est à vous à faire votre chemin. Puis comme on peut, de la même façon que du côté .NET, on peut se tromper, mais puis là après ça, on différencie les bons développeurs des mauvais, ou en tout cas les bons architectes dans ceux qui savent ce qu'il faut faire. Ben, en architecture, du côté PHP, c'est la même chose. Il y a des bonnes pratiques, il y a des façons de le faire. Puis ce qui est intéressant, c'est quand on augmente le niveau d'abstraction, on se rend compte que c'est les mêmes pratiques, c'est juste que l'outillage en dessous est différent. Un peu comme un LAMP, un Linux, Apache, MySQL, puis PHP. Ben, c'est les mêmes principes que ce qu'on retrouve sur une plateforme Microsoft, où est-ce que là, tu vas avoir du SQL, tu vas avoir du C#, tu vas avoir IIS, puis tu vas avoir Windows comme système d'exploitation. Puis quand tu regardes fonctionnalité pour fonctionnalité, à peu près les produits font tous à peu près la même chose. Ouais, c'est bien ça. C'est sensiblement exactement le même monde. En fait, c'est juste une question de syntaxe. Mettre le point-virgule où ce qu'il faut, ou si vous en avez. Absolument. Écoute, Yann, nous, on te remercie. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'histoire derrière Kung Fu. Je pense que c'est une conférence qui mérite que nos auditeurs aillent voir ce qu'il y en est. Donc, on va mettre le lien, kungfu.ca. Puis, pour ceux qui font du PHP, ben là, il existe un site web pour PHP Québec. Oui, bien sûr, c'est très simple. C'est phpquebec.com. On va mettre le lien aussi sur la page. Mm-hmm. Nous, écoute, on fait la pause parce que là, on va faire, nous, les actualités, puis on va t'inviter à joindre à nous pour faire les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. Hey, j'ai pas grand-chose, Mario, parce que Microsoft va annoncer plusieurs choses dans les prochains mois. Il y a une conférence sur la mobilité et il y a la conférence Mix qui s'en viennent. Donc, je pense que il va y avoir des annonces, mais entre-temps, j'ai pas grand-chose. En fait, j'ai juste quelque chose d'intéressant. Microsoft a mis sur le marché un outil d'apprentissage de développement pour les jeunes. Donc, pour les langage de programmation un peu à la Lego? En fait, ouais, Lego ou Logo? Ouais, c'est non, Logo, hein? Logo. Lego, c'est ceux qui font les blocs. Ouais. Bon, tu me mélanges, là. Logo, c'était très populaire il y a plusieurs années. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose d'une programmation sans code, là, finalement. Ouais. Donc, Microsoft, il y a quelques mois, a sorti une application qui roule sur la Xbox 360. s'appelle Kudu. K-O-D-U. Kudu, quelque chose comme ça. Kudu, si je le prononce en français. Ça roulait sur Xbox. Ça permet aux enfants de développer leurs propres jeux, mais juste avec la manette, là, puis avec mais en ajoutant de la logique et tout ça. Donc, c'est sur une plateforme de jeu, la Xbox. Ouais. Pour que tu puisses construire tes propres jeux, puis t'apprends les rudiments ou les bases de la programmation en faisant ça. C'est en plein ça. Et ce que Microsoft a annoncé la semaine dernière, c'est la sortie d'une version PC, une version sur Windows de Kudu. Kudu. Comment ça s'appelle encore? K-O-D-U. Kudu. On va mettre le lien là, sur la page. Ouais. Donc, si vous avez des enfants, puis vous voulez, s'ils jouent à des jeux vidéo, par exemple, là, puis vous voulez peut-être leur faire comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière d'un jeu, ben c'est une plateforme intéressante. Écoute, Guy, tu m'ouvres la porte aussi, parce que moi, je vais plugger un livre. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, c'est dans la série, je pense, des Pragmatiques.
qui s'adresse justement aux jeunes qui voudraient apprendre à programmer, et lui se sert du langage Python pour montrer, parce que bon, un peu comme PHP, Python, c'est un langage interprété, c'est facile à mettre en place, puis c'est un bon livre, les critiques sont bonnes. Donc on va mettre aussi le lien pour ce livre-là, donc ça vous donnera 2 axes. Je dirais que ça s'adresse plus peut-être aux adolescents, tandis que Codu, c'est peut-être plus un petit peu plus jeune, là. Plus jeune. Ouais. Mais ça peut être des pistes intéressantes pour ceux qui voudraient permettre aux jeunes d'apprendre la programmation. Ben oui, puis développer je sais pas, là, toi, t'as 4 enfants, tu pourrais développer une équipe, là, cheap labor, là, pour faire des projets. J'en ai quelques-uns qui ont des aptitudes, puis j'ai d'autres enfants. Écoute, chaque enfant est différent, donc... Oui, mais il y a un aspect créatif aussi au jeu, là. Anyway, je suis pas sûr qu'ils vont tout faire. Je douterais qu'ils se fassent des informations, on verra, ils feront leur vie. Donc, c'est tout ce que j'ai au niveau des nouvelles. Ben, moi, Guy, puis peut-être que Yann, t'as eu la chance, j'ai vu, c'est tout nouveau, là, donc peut-être qu'on pourra pas le traité aujourd'hui, puis on y reviendra. Mais j'ai vu sortir une nouvelle aujourd'hui comme quoi Apple, finalement, venait d'annoncer leur fameux tablette. Je sais pas si tu as la chance de regarder ça. Oui, mais oui. C'est de l'autre côté, mais Apple, on peut pas négliger ce qu'ils font. Donc, en fait, c'est le iPad. Puis, est-ce que j'ai pas la chance d'aller là-dessus? Est-ce que tu as eu des insights sur qu'est-ce que ça a Oui, j'ai l'air? regardé un petit peu les échos là, qu'il y a eu sur le web cet après-midi. En fait, ma première impression, c'est un gros iPhone sans téléphone. Donc, tu as tout l'aspect... si tu utilises un iPhone là, présentement, là, c'est la même interface. En fait, c'est le même OS. Parce que ça, c'est important parce que Microsoft vont nous dire, écoutez, nous dans Windows 7, on supporte le multitouch, c'est là, tu peux faire du multitouch avec Windows 7. Mais je lisais il y a quelques jours ou quelques semaines sur le blog d'Octo. Octo, c'est une firme d'architecture qui sont basés à Paris, puis ils ont un blog intéressant. Puis il y a quelqu'un, un de leurs employés qui bloguait sur le fait que si tu veux vraiment faire des applications un peu à la mode Surface, c'est-à-dire que tu manipules avec les doigts, faut que tu repenses nos patrons, nos paradigmes d'interface. Et lui, mettant en emphase que on peut s'attendre qu'Apple, en nous offrant la tablette, un peu comme ils ont fait avec l'iPhone, vont vraiment nous arriver avec les bons paradigmes pour faire des applications avec les doigts. C'est exactement la même chose que le iPhone. Et puis ça, faut reconnaître que Microsoft, même si leur Windows 7 supporte le multitouch, ben regarde, t'es pas capable avec le multitouch d'ouvrir un menu, c'est pas une souris. Non. Puis donc ça veut dire que quand tu veux faire une application multitouch en Windows 7, faut que tu la réécrives, tu peux pas t'appuyer sur le OS. Microsoft, s'ils veulent vraiment arriver avec un OS multitouch, il va falloir qu'en bâtisse un, puis ça va s'appeler, je sais pas trop, mais ça s'appellera pas Windows 7 ou Windows 8. C'est un autre OS. Et à quelque part, Apple, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est nous offrir une autre plateforme. Là, reste à savoir, puis c'est toujours ce que je trouve triste d'Apple, c'est que c'est toujours des plateformes fermées. En tout cas, c'est difficile de faire des applications. En tout cas, on nous limite beaucoup dans les applications. Si on regarde ce qu'on peut faire avec... Écoute, tes applications iPhone vont rouler telles quelles sur le iPad. Mais on sait, je sais pas si tu as regardé ce que tu peux faire en iPhone. Pour quelqu'un qui est habitué des plateformes ouvertes, là, tu fais comme on me donne un petit terrain de jeu, mais maudit que le terrain de jeu est contraint. Ah oui, c'est la même chose. Mais là, le but, là, c'est pas de prendre ça puis de rouler des serveurs web puis de se connecter à des bases de données ou faire rouler des bases de données. Là, on s'entend. C'est clair, il nous donne un terrain de jeu très... Tu sais, le carré de sable est bien limité. Ce n'est pas un laptop, puis je voyais des gens qui essayaient de comparer ça avec des netbooks cet après-midi. C'est pas un netbook. Un netbook, ça roule un OS complet, soit du côté Microsoft, soit du côté Apple. Ça, c'est une tablette qui roule, qui te contraint au niveau des applications, mais en même temps, ça fait la force. C'est ce qui fait la force du iPhone. Donc, cette tablette-là va rouler toutes les applications iPhone. Oui. Est-ce que, par défaut, elle va supporter le Wi-Fi, j'imagine? Donc, connexion Internet... Il y a 2 modèles. Le modèle de base vient avec Wi-Fi, puis le modèle supérieur vient avec Wi-Fi et aussi 3G. Donc 3G, est-ce que à ce moment-là, il va falloir que tu la jettes chez quelqu'un qui vend de la connectivité 3G ou tu vas pouvoir mettre juste une carte 3G dedans? Aux États-Unis, le deal, c'est avec AT&T, puis tu as 2 packages. Vois-tu ça? Moi, je suis déçu de ça. Parce qu'une des choses que j'aime des netbooks, c'est que les netbooks, c'est un des derniers ordinateurs
portatif où est-ce que t'es pas contraint par quelqu'un qui vend de la bande passante. Si on parle des activités de la communauté .NET, Ouais, qu'est-ce qui s'en vient, Guy? OK, en février, on a 4 meetings. Le mardi 2 février, on a Kate Gregory qui va venir de Toronto nous parler de Windows 7 et le Code Pack qui nous permet d'utiliser les fonctionnalités qu'il y a dans Windows 7, comme par exemple le taskbar ou les jump lists. Donc vraiment, si tu fais des applications Windows Form. Windows Form, client riche sur Windows 7, c'est là que ça intéresse. Si tu fais du web, c'est sûr qu'il y a des chances que tu trouves ça long longtemps. C'est pas pour vous si vous faites du web. Après ça. Mardi, le 9 février, on a Éric de Carufel qui va nous présenter les nouveaux outils ou le nouvel API de parallélisme qu'il y a dans le .NET Framework 4.0. Donc, si vous voulez augmenter à peu de frais la performance de vos applications serveurs, là, c'est intéressant, ça. Serveur et aussi desktop, là. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, au niveau de la performance des processeurs, on a atteint une espèce de limite, là, au niveau de la vitesse de l'horloge. Fait que là, ce qu'on se retrouve, c'est des CPU avec plus de cœur. Donc, par exemple, je viens d'acheter un nouvel ordinateur. C'est un i7 d'Intel. C'est un quad-core. Mais en plus, il y a 4 processeurs virtualisés en plus. Donc, quand je regarde mon Task Manager, j'ai 8 processeurs. Mais nos fameuses applications, elles roulent juste sur un thread, là, juste sur un processeur. Donc, Eric va nous parler de parallélisme dans le .NET Framework 4.0. Donc ça, c'est le 9 février. Le mercredi 17 février, une conférence Alt.NET. On a Vincent Grondin qui va faire un coding dojo sur Entity Framework. Oui, donc ça, et le dernier meeting du mois de février, c'est lundi le 22. On a 2 conférenciers de Microsoft qui vont nous parler sur un meeting SQL Server. Ils vont nous parler des nouveautés dans SQL Server 2008 R2. Donc, c'est traité comme un produit différent. Là. R2, là, c'est vraiment un SKU différent, donc des nouveautés qui vont être livrées dans cette version-là. Et aussi, on va nous parler de géospatial. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont là depuis la version 2008, là, les nouveaux types de champs pour être capable de s'occuper des coordonnées géospatiales. Ouais, donc, c'est 2 sujets là ici. OK. Puis, on rappelle tout aussi aux auditeurs que pour ceux qui s'intéressent, le 13 mars, il y a un samedi.net. Samedi le 13 mars, c'est un atelier. C'est pas un samedi.net, c'est un atelier sur Entity Framework. Mathieu Mézil, justement, qui est conférencier à Kung Fu. On en profite pour l'accrocher aussi, puis il va faire un atelier sur Entity Framework. Donc, une journée au complet sur Entity Framework 4. Si ça vous intéresse, surveillez le site de la communauté. En terminant, Yann, on te remercie de ta participation. Bien plaisant pour nous, les novices de PHP, de comprendre un peu mieux cette plateforme-là. Alors, on peut peut-être parler des prochaines activités de PHP Québec? Ouais, en fait, justement, pour les gens qui voudraient s'informer un peu plus sur PHP, le premier jeudi du mois de février, ce qui est en fait le 4 février, on va avoir une présentation par Joël Perras, qui est aussi un conférencier à Kung Fu. Il va nous parler de Cake PHP, donc un framework MVC. Donc, ça peut être une bonne façon là, de voir là, les bonnes pratiques en PHP, puis certains outils là, qui sont disponibles pour faciliter le développement. Donc ça, c'est jeudi le 4 février. Jeudi le 4 février, exactement. Donc, puis nous, le lien vers le site PHP est sur la page. Donc, pour les auditeurs qui s'intéressent, c'est facile de rejoindre PHP Québec. Encore une fois, on te remercie. Merci beaucoup, Yann. Je vous remercie bien. À la prochaine. Visual Studio Talk Show.